Et je sais pas si vous avez remarqué, mais avant McDonald's, c'était rouge. C'était pas bien. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Et bien maintenant, McDonald's, c'est vert. C'est bio, c'est naturel, c'est de la bonne cam. Le Front National. Ah, quelle histoire, mais quelle histoire le Front National. Mais le Rassemblement National. C'est beau, c'est solidaire. Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est 11 septembre, c'est le Mollah Omar sur Sabrel. Ouais, pas mal vieux jeu quand même, non? Alors que Daesh. Daesh, franchement, c'est frais, c'est vif. Tu sens qu'ils ont mis de l'adoucissant, j'aime beaucoup mieux. C'est trop bien en fait. Tu changes le nom comme ça. Un truc qui existe depuis toujours, tu peux faire croire que ça n'existe plus. Tu peux raconter ce que tu veux. Et s'il y a des récalcitrants, tu peux dire que non. Regarde avec son nouvel adoucissant, le nouveau est plus cool et sympa, il convient à toutes les communautés et n'offense personne. L'essayer, c'est l'adopter. Bon, accessoirement, on passe forcément à côté de beaucoup de choses aussi, comme l'historique, ce qui définit la dite chose, dans sa grande majorité, étudié de longue date, mais bon, ça existe aussi en psychologie, ne vous en faites pas. Tous les jours, il y a des génies qui changent le nom d'un concept vieux de 120 ans, qui lui collent un nouveau nom, changent 3 trucs, et hop, une nouvelle thérapie révolutionnaire. En psychopathologie aussi. La psychose maniaco-dépressive, par exemple, devient le trouble bipolaire. Psychose. Bah, mais ça fait flipper, psychose. Alors que bipolaire, ça fait penser aux ours sur la banquise, c'est trop mignon. Moi, je préfère avoir le trouble d'un ours Coca-Cola qu'une psychose, hein. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la Rolls-Royce du foutage de gueule en psychologie contemporaine. Peut-être le seul truc qui me fait manquer de respect envers certains collègues psychologues. Le plus gros signe de manque de sérieux d'un professionnel de la santé psychique, à mon pas très humble avis sur ce coup, mais j'assume. Le pipeau, qui consiste à dire qu'aujourd'hui l'hystérie n'existerait plus. Ah ouais, sans déconner. Genre je suis là, je suis plus là, tu me vois plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. Aujourd'hui, l'hystérie deviendrait le trouble de la personnalité histrionique. C'est Sylvain Mirouf, Gérard Majax et Garcimore qui ont fusionné pour nous faire un tel tour de magie. C'est pas possible. Tenter de faire disparaître l'hystérie, c'est juste un aveu de faiblesse. C'est des petits zizis qui se sont dit « Oh bah non, ça c'est trop dur, on comprend rien, on n'arrivera jamais à le guérir. » Non, ça n'existe pas, non, ça n'existe pas, non, ça n'existe pas. Mais que le DSM soit loué, ce n'est qu'un mauvais souvenir. Maintenant, on va pouvoir rééduquer un comportement tout pourri, le trouble de la personnalité histrionique. Bonjour. M'adresse pas la parole, hérétique, démon! Démon, si tu es dans ce corps, sors ou sois maudit. Hérétique, au bûcher! Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Vous l'avez bien compris, je ne suis absolument pas convaincu par la doctrine du DSM et des psys qui marchent dans ses pas pour notamment véhiculer l'idée que l'hystérie a disparu des radars. Mais qu'aujourd'hui, nous aurions un trouble de la personnalité plus fin et pertinent à travers l'histrionique. Bullshit. Comme bien souvent en psychologie et en psychiatrie, on tente de changer une nomenclature pour réinventer ce qui a déjà été découvert et faire croire à de la nouveauté en simplifiant à outrance ce qui reste complexe. Sous couvert de ne pas vouloir stigmatiser une population, ce qui de prime abord est tout à fait louable, on invente n'importe quoi. Preuve en est qu'aujourd'hui, l'hystérique ne serait plus une nomenclature, mais une insulte. Et ça, c'est un autre débat. Alors oui, hystérie nous vient des termes grecs et latins pour la matrice ou l'utérus. Mais si on a des traces de ces manifestations depuis l'Égypte ancienne, c'est Hippocrate qui emploie en premier le terme d'hystéria dans son best-seller qui a créé un gros buzz sur Twitter, notamment des maladies des femmes. D'emblée, il y a un parti pris sur le genre de la psychopathologie puisqu'il s'agit, dans l'histoire, de nommer une malade de l'utérus. Un utérus qui se baladerait dans le corps et serait la source de tous les maux de ces dames. Donc, assez peu les hommes selon toute vraisemblance. On fait un saut dans le temps et Moyen-Âge oblige, hystérie égale possédé par le diable, sorcière, etc. Petite anecdote qui aura son importance pour la suite, au XVIe siècle, les troubles hystériques justifient l'exclusion des femmes à l'accès du savoir et du pouvoir. C'est bien parce que les femmes ne savent pas se contrôler qu'elles doivent se soumettre à l'autorité des hommes. Retenez bien parce que ça a son importance pour la suite. On leur dit clairement, puisque tu ne vas pas bien, on ne t'écoute pas, on ne te prend pas au sérieux. À partir du XVIIe siècle, on a commencé à quitter les théories liées à l'utérus pour migrer vers des théories plus cérébrales et nerveuses. Et c'est à partir de cette période aussi que les médecins rendent compte et valident des cas d'hystérie masculine.
Donc non, rien de neuf sous le soleil, ce n'est ni mai 68, ni MeToo, ni le wokisme qui ont permis aux femmes de ne plus avoir le monopole de l'hystérie. Enfin au 19e, c'est vraiment Charcot, puis Freud, puis beaucoup d'autres qui vont apporter des théories révolutionnaires à propos de l'hystérie, notamment à propos d'un choc traumatique, d'un conflit psychique, donc une cause psychique, mais aussi de la nécessité de les prendre au sérieux et de les écouter, ce qui est normal aujourd'hui, mais assez novateur pour le 19e siècle. Quid de la misogynie? Il faut tout de suite évacuer la question des femmes hystéros et non pas des hommes, et les raisons sociales qui semblent l'expliquer au vu de la théorie du conflit psychique sur laquelle je reviendrai plus tard. De même pour les théories homophobes qui considèrent que les hommes hystériques seraient forcément efféminés, faibles ou homosexuels. Charcot, encore lui, définissait à la fin du 19e ces patients masculins en état de crise hystérique comme des hommes robustes, présentant tous les attributs du sexe mâle, des militaires, des artisans mariés et pères de famille, des hommes en un mot. Alors pourquoi l'étymologie et les nouveaux noms sont importants? C'est parce qu'un autre nom qu'hystérie souhaite pointer autre chose, détourner le regard d'une manifestation pourtant bien décrite et qui cliniquement est rencontrée chaque jour dans nos cabinets et nécessite une prise en charge spécifique. Du coup, vouloir faire croire qu'aujourd'hui le trouble de la personnalité hystérique n'existe plus, mais devrait seulement recouvrir le maigre spectre du trouble de la personnalité histrionique, c'est de la merde. Je veux dire cliniquement parlant. C'est comme si on ne s'adressait qu'à un tiers d'un patient. Ça n'a aucune valeur et je vois pas comment on pourrait être thérapeutique en laissant tomber les 2 tiers d'un sujet. Rééducatif, ça oui, je vois bien. Mais ni soignant ni thérapeute. L'étymologie du terme histrionique, que beaucoup veulent mettre en avant, nous vient du terme histrion. L'histrion, c'est un acteur, un mime, un comédien. En ce sens, l'histrionique met l'accent uniquement sur la labilité émotionnelle, le théâtralisme et les comportements de séduction. Personnellement, je trouve ça bien plus péjoratif pour nos patients. Ça voudrait dire que ce ne sont que des comédiens, qu'ils font semblant, qu'on ne devrait pas les prendre au sérieux. C'est pas comme ça que je conçois mon métier et le rapport avec mes patients. Maintenant, il faut qu'on regarde comment se manifestaient les troubles hystériques à la grande époque. L'hystérie de Charcot, comme on l'appelle, plus communément pour faire référence aux crises extravagantes et aux conversions hystériques, les conversions d'antan se manifestaient de façon bien plus bruyante qu'aujourd'hui. C'est assez clair sur le plan médical, mais j'en suis pas vraiment persuadé sur le plan social et médiatique. J'y reviendrai plus tard. Les manifestations d'un trouble de la personnalité hystérique sont, comme pour tout fonctionnement, une manifestation d'un ou plusieurs conflits psychiques. Il est très important de le rappeler, sans conflit psychique, pourquoi user d'un symptôme? Ça n'aurait pas vraiment de sens. Ce symptôme doit avoir un sens pour soi et pouvoir s'exprimer dans la culture, l'environnement et l'époque dans laquelle il se trouve. Mais quel était le conflit psychique d'une femme ou d'un homme à la fin du 19e siècle? On peut imaginer qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes conflits psychiques qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les hommes avaient le droit de parler, d'avoir un compte en banque, de voter, de détrousser la bonne, de travailler dans des métiers intéressants ou prestigieux, d'occuper des hauts postes et d'être pris au sérieux. Pas dit que les femmes aient autant de droits, de respect d'écoute, de possibilités et de plaisir sexuel qu'eux à cette époque-là. Partant de ce constat, les conflits psychiques devaient être assez différents. Mais alors, comment se faire entendre des hommes? Comment être pris au sérieux, et petite cerise sur le gâteau si possible, comment les mettre à l'amende ces tocards de prétentieux? On avait donc une expression spectaculaire des symptômes dans le corps avec les conversions hystériques. Puisque vous n'écoutez pas la femme, le corps de la femme parlera à sa place. Les conversions hystériques, les plus documentées, font état d'aveuglement soudain, de perte de la parole, d'hémiplégie, de crise de tétanie, de surdité, des zones anesthésiées ou au contraire en proie à de terribles douleurs. Pour rappel, aucune cause d'infection ou d'atteinte organique et cérébrale n'était présente, ou du moins détectable. En plus de ces troubles de conversion, rappelons que les hystériques étaient également connus et reconnus pour leurs problématiques comportementales. Leur besoin d'attirer l'attention, de séduire, de faire des crises émotionnelles très fortes, de sexualiser à outrance ou avoir une sexualité débridée. Étonnamment, à cette période, le manque ou l'impossibilité d'une sexualité épanouissante n'était pas tant considéré comme un trouble. Mais les hystériques de l'époque rendent déjà compte de l'insatisfaction et des limites de l'homme, car elles le mettent déjà très bien face à ses limites, qu'il soit expert, haut gradé, reconnu ou non. Donc exprimer un discours d'insatisfaction, le hurler, le faire entendre par tout son corps et mettre en échec le plus gros phallus masculin qui soit, c'est-à-dire la science et la médecine, est plutôt une bonne stratégie pour faire entendre son désir. C'est comme si de tout temps l'hystérique nous criait « Mon corps est malade de moi ». Et si l'hystérie a toujours une relation particulière avec le soin psychique, la psychologie et plus encore la psychanalyse, c'est parce qu'elle témoigne du fait que le corps et l'être ne sont pas que organiques.
En s'adressant au corps, elle s'adresse au médical, à la science, à une discipline et un savoir longtemps masculin et surtout au lieu du transfert pour les aficionados. Les conversions du XXIe siècle doivent quant à elles rendre compte des conflits psychiques d'aujourd'hui, donc ne peuvent pas avoir tout à fait la même expression que dans une époque et une culture du passé. Nous allons principalement parler des manifestations cliniques, c'est-à-dire des manifestations dans les comportements, la sexualité, le corps et surtout le discours. Niveau comportement, bien sûr, attirer l'attention, séduction, provocation, théâtralisme, crise émotionnelle, victimisation, la labilité émotionnelle, c'est-à-dire les changements brusques d'humeur dans une journée. Liste non exhaustive. Mais en psychodynamique, on sait bien à quel point exhiber plus, séduire par un beau décolleté ou de très gros muscles, surinvestir une partie corporelle est un cache-misère. C'est une mise en avant réactionnelle de ce qui est bien plus vécu du côté du manque. Vous savez tous ce qu'on dit d'un gars qui a un énorme 4x4. Et bien voilà, bien montré pour mieux cacher. Dans le cas d'une hystérie, les comportements sont principalement à interpréter dans un sens. Aime-moi, fais attention à moi, sors-moi de cette souffrance. Malheureusement aujourd'hui, le terme d'histrionique ne fait état que de ces manifestations extravagantes pour obtenir de l'attention et de l'amour. Et c'est largement insuffisant pour rendre compte de ce que manifestent en totalité ces personnes. Les manifestations somatiques, point important à différencier d'avec les manifestations somatiques d'antan, ici il faut des symptômes et maladies qui ne puissent, en théorie, pas être mises en défaut par la médecine et la science. Donc des pathologies qui ne puissent être remises en question grâce à une IRM, un scanner, des tests neurologiques ou autres. On retrouvera donc plus fréquemment aujourd'hui des migraines, des dorsalgies, de la fibromyalgie et encore quelques rares mais existantes paraplégies. Liste non exhaustive encore une fois. Le discours de l'hystérique. On arrive ici au point d'orgue de ce qui fait clairement la personnalité hystérique et que le trouble histrionique rate en plein. Les spécificités du discours autour de la plainte, alors que le DSM met simplement l'accent sur la recherche d'être aimé. Comme si les obsessionnels, les paranoïaques ou qui que ce soit ne recherchaient pas à être aimés. Bref, on trouve de l'insatisfaction, de la plainte, l'hystérique cherche un maître à dominer, comme le disait Jacques Lacan, c'est-à-dire que mettre l'autre à défaut est vraiment du côté de la jouissance de l'hystérique. Tu es formidable, je te déteste. Cacher cette réussite et ce bien-être que je ne saurais voir. En séance par exemple, il n'est pas rare qu'une personne sur un mode hystérique commence les premières séances par dire à son thérapeute à quel point il ou elle est génial, que ça va déjà beaucoup mieux, qu'il est bien plus perspicace et aidant que ceux rencontrés auparavant. Mais 9 fois sur 10, on peut se dire qu'on va le payer cher. Si le patient nous monte à ce point, ce n'est que pour que nous nous ramassions de plus belle. Ça se retrouve aussi dans le couple où le conjoint est d'abord mis sur un piédestal pour ensuite lui montrer à quel point il ne sait pas se montrer à la hauteur. La frustration aussi qu'elle est à avoir avec le sexuel génital ou non. Mon héros, ce que tu peux être nul. Une demande perpétuelle pour mettre l'autre à défaut. Il ne sait pas satisfaire quoi qu'il fasse. Ou s'il y parvient, qu'à cela ne tienne, l'insatisfaction va se déplacer. C'est comme si dans la dynamique psychique de l'hystérique, il y avait un désir d'insatisfaction. Je préfère te voir rater lamentablement plutôt que tu réussisses à me donner ce que je demande. Et ça, c'est plus que vrai au XXIe siècle, où une personne qui échoue ou fait une erreur crée bien plus de buzz qu'une personne qui est en réussite. Mais il y a également les difficultés autour de la sexualité. Que ce soit dans l'hypersexualisation, le vaginisme, une frigidité, de l'éjaculation précoce, de l'impuissance ou une difficulté à gérer ses désirs et pulsions. L'hystérique a du mal à avoir un rapport serein avec sa propre sexualité. Il n'est donc pas rare de trouver des extrêmes dans le trop ou une recherche de fuite, dans l'impossible et le pas du tout. Cela est dû à la présence d'un traumatisme réel ou fantasmé qui crée un excès d'excitation libidinale. Alors là, tu peux te dire que c'est facile, qu'il y ait un traumatisme ou qu'il n'y en ait pas, c'est pareil. Eh bien oui, puisque un traumatisme réel, admettons, des attouchements ou un viol dans l'enfance, auront des répercussions sur comment la personne va se structurer et surtout vis-à-vis de sa sexualité. Mais il en est même pour une personne qui n'aurait pas subi de traumatisme réellement, mais fantasmerait que ça lui soit arrivé et y croit donc sincèrement. Également, l'effraction de la sexualité avec beaucoup trop d'intensité va laisser des traces par rapport à l'excitation libidinale. Et ça peut aussi créer des fixations. Enfin bref, on voit clairement en quoi le terme de trouble de la personnalité histrionique est lacunaire et ne rend compte que de la partie comportementale dans le meilleur des cas. L'hystérie se manifeste dans le corps, l'âme et l'esprit si on peut dire. C'est un trouble de la personnalité complexe qui exprime d'abord et avant tout la souffrance, le mal-être et la difficulté à le signifier, à lui trouver une échappatoire par soi et s'évertue donc à l'exprimer dans le social.
Pas de suspense inutile, l'hystérie au sens psychologique du terme est une manifestation de la personnalité. Mais comme je le répète toujours sur la chaîne, la manifestation la plus anodine peut devenir pathologique dès lors qu'elle se manifeste qualitativement ou quantitativement, trop pour soi ou pour autrui. La personnalité hystérique est en partie une manifestation de la souffrance. Cette souffrance se déplace sur un continuum, donc l'expression de celle-ci peut être plus ou moins bruyante, invalidante, désocialisante, etc. C'est ça qui fait pathologie, pas la personnalité en elle-même. Ce sont clairement les décompensations et conversions hystériques abordées plus haut qui marquent la pathologie, pas les traits de caractère. Comme toujours, ce n'est pas l'expression d'un comportement ou d'une attitude qui signe la structure, donc pas besoin de diagnostiquer à tout va, juste parce que l'autre se montre insatisfait de votre fonctionnement. Nous agissons toutes et tous parfois comme un hystéro, mais sur le long terme, est-ce un fonctionnement que l'on enclenche quotidiennement, quelle que soit la situation, un individu dans son principe de répétition quoi. À voir. Ou est-ce que, factuellement, je me plains face à une injustice et un simple mal de tête passager et parfois besoin de m'amuser de façon un peu bruyante ou extravagante? Sinon, un aspect psychologique est assez intéressant. Il y a une entente toute particulière avec la personnalité obsessionnelle. Pourquoi ? Parce que l'obsessionnel, ce gros bonnet, il veut toujours faire bien, répondre à la demande de l'autre, le satisfaire, être le bon enfant parfait, le conjoint infaillible, l'ami qui ne fait pas défaut. Il veut être le héros, sans défaut, et qui a tout bon. L'hystérie et l'obsessionnel sont donc deux pièces d'un puzzle qui s'épousent parfaitement sur leurs symptômes respectifs. Et des symptômes qui s'accordent, ça fait des couples qui durent très très longtemps. Si vous ne me croyez pas, regardez tous ces couples qui se prennent tout le temps la tête, mais qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Si tu me permets toute ma vie d'aller dans le sens de mon symptôme, pourquoi est-ce que je te quitterai ? Si une vidéo comme celle-ci sur la structure obsessionnelle vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire sous la vidéo. Mais que peut-on mettre en échec aujourd'hui ? Que se passera-t-il le jour où nous aurons les progrès technologiques et médicaux pour savoir comment stopper les symptômes de la fibromyalgie, de la migraine ou autre ? Nous aurons de nouvelles expressions, car la plainte devra bien s'inscrire quelque part. Alors, où peut s'exprimer la plainte ? Aujourd'hui, la plainte, on l'a vu, se manifeste dans le social, dans le politique, dans la méfiance constante, dans le discours scientifique et médical. L'insatisfaction se dit et se revendique dans le refus de sa différence, de son identité et de plus en plus de son insatisfaction envers ce dont la nature nous a dotés. On voit bien à quel point la revendication de statut de victime est aujourd'hui une lutte acharnée pour certains. Être reconnu comme victime, c'est être reconnu comme être souffrant. Alors oui, bien sûr qu'on peut être victime d'une chose ou une autre, ça ne se remet pas en question, encore moins en psychothérapie d'ailleurs. Mais croire que c'est la seule chose qui doit te définir, c'est clairement la loose. Aucun moyen d'aller mieux si ton seul étendard, c'est ta souffrance. Depuis quelques décennies, le discours de plainte se focalise beaucoup sur les limites que nous impose la nature. C'est pourquoi la recherche de beaucoup de dépasser ces limites qui étaient immuables il y a seulement quelques années devient une possible revendication de satisfaction d'aujourd'hui. Plus rien ne devrait faire limite à notre jouissance, à notre plaisir. Plus rien ne devrait nous insatisfaire. Ce que nous offrent à ce jour les médias et les réseaux sociaux permet également l'avènement du discours de l'hystérique. Mettre en avant et donner un surpoids à celles et ceux insatisfaits plutôt que de rendre visible la majorité satisfaite. Mettre en scène de l'indignation pour tout et n'importe quoi. S'offusquer et combattre sa vie durant des moulins à vent. Mais non, l'hystérie n'existe plus. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout en accord avec ces psys en carton qui disent que l'expression de la personnalité sous la forme hystérique n'existerait plus. Je fais toujours très attention en temps normal de ne jamais dire de mal de mes consoeurs et confrères, mais là, faut clairement que vous ouvriez les yeux et que vous le fassiez ailleurs que sur le DSM. Ne pas reconnaître que ces manifestations sont là, sous vos yeux, chez une partie non négligeable de vos patients et de la société, c'est un déni de votre part. C'est une défense de votre part. Du coup, comment voulez-vous les accompagner correctement ? Il me paraît fondamental d'accompagner ces sujets dans leur intégralité, ne pas répondre à leurs demandes, parce que c'est impossible, mais leur faire comprendre qu'ils ont d'autres possibilités de se faire entendre, de se faire reconnaître et d'être pris en considération dans la société dans laquelle ils évoluent. Parce que c'est ça leur souffrance. C'est pas de les prendre pour des comédiens qui font semblant d'être en souffrance et qui le montrent de façon trop extravagante et qu'on devrait donc les faire taire. En séance, ce sont des personnes avec qui il faut prendre le temps, résister aux attaques récurrentes et mouvantes, et surtout, tenir la limite. Le tout avec bienveillance. C'est ça, selon moi, accompagner la souffrance de l'hystérique, demeurer soignant à leur côté. Car être psychothérapeute, c'est soigner, mais pas guérir. Guérir, il n'y a que le patient lui-même qui peut y parvenir.
Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Si tu as appris quelque chose, si tu as aimé quoi que ce soit, ou même ne serait-ce que pour remercier du travail accompli, je te remercie de mettre un petit pouce, un commentaire pour le référencement, de t'abonner et d'activer la cloche, ça me fait beaucoup plaisir. Si tu veux aider la chaîne, et m'aider, le partage est vraiment ce qui fonctionne le mieux aussi. Sinon, tu peux toujours, comme les tipeurs de l'extrême, me donner 1 euro ou 2 sur Tipeee. Et puis sinon, il y a toujours mon livre Sur le divan de mes patients, dans toutes les bonnes librairies ou les structures type en ligne, bref. Si la psychologie t'intéresse, sache que sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, non pas Twitter, Facebook, Instagram et TikTok aussi, je mets une petite vidéo d'1 minute, une petite capsule de psychologie d'1 minute chaque semaine. Donc n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi, mais d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.